Bonjour Joël, Bonjour Magali, comment vas-tu? ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci de m'accueillir et bonjour aux étudiants et aux étudiantes qui écoutent. Bah écoute, merci d'être généreux avec ton temps avec nous. On est très heureux et heureuse de t'avoir pendant un petit moment avec nous pour te poser plein de questions sur l'enseignement de la grammaire, entre autres, et puis aussi sur la belle approche que tu prônes sociodidactique de la grammaire dans l'enseignement-apprentissage. Ben, merci de m'accueillir, j'ai bien hâte d'entendre vos questions. Oui, donc juste pour donner un petit peu de contexte, que ce soit aux personnes peut-être qui sont extérieures à notre cours ou à d'autres. Donc moi, Magali, j'enseigne cet été, donc l'été 2020, dans la cohorte du PDP du module en français, en fait, des étudiants maîtres qui sont en train de finir leur diplôme d'enseignement en Colombie-Britannique, à Vancouver, à l'université Simon Fraser. Et Joël, je sais que tu connais bien notre contexte, mais je vais juste en dire deux mots, puis Mhm. je vais te demander de commenter là-dessus aussi. Notre contexte, c'est celui d'un environnement social et un environnement éducatif qui est majoritairement anglophone, qui se dit majoritairement anglophone et où l'anglais est très très présent et où le français a souvent statut de langue minoritaire. Et dans cet environnement-ci, les élèves et leurs parents ont quand même accès à trois niveaux différents de programmes en français. Donc, on a le français de base dans les écoles qui sont vraiment essentiellement anglophones, l'immersion française dans les écoles qui font partie des commissions scolaires aussi, mais où on a l'immersion à partir de la maternelle en précoce et à partir de la cinquième année en immersion tardive, et les écoles francophones, où il a tout se fait en français. Et bien sûr, on a plein d'autres langues à Vancouver qui gravitent autour de l'anglais et du français et qui parfois même sont plus parlées que le français. Donc ça, c'est notre contexte. Puis je sais que tu le connais parce que tu as passé du temps ici et maintenant tu es à Ottawa. Donc je voulais voir si tu pouvais faire des liens un petit peu avec tout ça et nous dire comment tu t'es intéressé, tu as été amené à t'intéresser un petit peu à l'enseignement de la grammaire du français dans un tel contexte. Mhm. Ben, en fait, ma passion pour l'enseignement grammatical, plus particulièrement dans les contextes minoritaires, vient du hasard. Là. Je ne veux pas vous dire que j'ai fait un bac en linguistique avant de faire ma formation en éducation. Donc, cet intérêt pour la langue, pour la structure, pour la norme, les normes, est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Euh, J'étais d'une école peut-être un petit peu plus prescriptive quand j'ai fait mes premières années de linguistique. Et puis, quand je suis arrivé en contexte minoritaire, je me suis rendu compte qu'il y avait un clivage quand même assez important avec les postulats prescriptifs et les réalités dans les salles de classe où, bon, les Français qui sont parlés, bon, il y a beaucoup de variations linguistiques. Et puis, que les enseignants, souvent, en fait, tenaient des discours qui étaient très similaires aux miens. Donc, c'était des discours de prescription, c'était des discours de qu'est-ce que le bon français, pourquoi est-ce qu'on enseigne le français, mais un français en particulier, en faisant fi des Français qui sont parlés dans la classe, souvent en ne tenant pas explicitement compte des langues qui sont connues par les élèves dans la classe. Donc, c'est avec ce parcours-là que je suis arrivé en Ontario pour faire ma maîtrise et mon doctorat. Et donc, étant donné que c'était des écoles en contexte minoritaire qui étaient dans les environs de l'université où j'étais, j'ai Mhm. commencé à m'intéresser à ces écoles-là, à leur réalité, euh, mais en venant du Québec. Moi, je suis québécois à la base, donc mon expérience d'enseignement, elle est au Québec surtout. Puis quand j'ai commencé à faire ma maîtrise, c'est là que je me suis intéressé aux questions sociolinguistiques qui sous-tendent l'éducation de langue française en contexte minoritaire. Donc, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat à l'Université d'Ottawa, mais ma recherche portait plus particulièrement sur les écoles du sud-ouest de l'Ontario. Donc, Ok. on parle de Windsor, on parle de London, vraiment tout ce qui est très près des États-Unis, mais de l'autre côté de la frontière. Et puis, ben, bien évidemment, en Ontario, plus on s'éloigne de la frontière qui sépare l'Ontario du Québec, plus l'anglo-dominance est prégnante. Mm. Mais comme tu le soulignais, en Colombie-Britannique, les taux d'immigration sont en croissance, donc le plurilinguisme devient également la norme, ce qui engendre quand même des tensions dans le système scolaire de langue française parce que Vraiment. on veut préserver la langue. Il y a beaucoup de personnes qui se sont battues pendant très longtemps pour avoir droit à une scolarité dans la langue de la minorité linguistique officielle. Mais là,
il y a plein de langues qui font leur entrée dans les salles de classe et on veut continuer de préserver le capital linguistique francophone, mais on doit aussi assurer une certaine inclusion pour que tous les élèves puissent s'épanouir. Et, et je vous parle de ça parce que moi, je trouve que l'enseignement grammatical, c'est probablement l'un des objets, les outils, les instruments les plus puissants utilisés par l'école pour essayer de reproduire le capital linguistique francophone. On met l'accent sur l'enseignement grammatical et quand on enseigne la grammaire pour plusieurs enseignants, ça veut dire qu'on permet justement de faire vivre la beauté de la langue française qu'on met sur une espèce de piédestal symbolique. Ensuite, les intentions sont nobles. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas. Elles viennent d'endroits tout à fait légitimes. Elles viennent de luttes historiques. Elles viennent de conflits identitaires tout à fait nobles, comme je le disais. Mais il demeure que certains élèves ne se reconnaissent pas forcément dans cet enseignement grammatical. Donc, mon travail, finalement, je le vois comme une espèce de pont que j'essaie d'édifier entre ce qui se fait déjà par rapport à l'enseignement grammatical et les réalités plurielles qui caractérisent les salles de classe en contexte minoritaire. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de faire par rapport plus particulièrement au verbe dans le cadre de mon doctorat. Ensuite, j'ai été 3 ans en Saskatchewan francophone. Et c'est là que j'ai pu m'intéresser plus particulièrement aux autres contextes éducatifs où on enseigne le français, plus particulièrement le contexte d'immersion. Donc, j'ai eu la chance d'aller superviser des stagiaires dans les écoles d'immersion précoces et tardives. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu la chance de voir les autres contextes d'enseignement du français qui sont similaires de certaines façons, différents d'autres façons. Mais je me suis rendu compte que le discours relativement à la grammaire est très souvent similaire. C'est souvent, surtout du côté francophone, on tend à voir la grammaire comme c'est quelque chose qui permet de franciser. Là, je mets des gros guillemets par rapport à ce terme-là que j'aime pas vraiment, mais c'est un terme qu'on utilise beaucoup. On veut que les élèves apprennent le français et ça, forcément, ça passe par un enseignement grammatical qui valorise la norme qui est le français standard. Ensuite, il y a des différences aussi. Je pense que l'accent est peut-être un petit peu moins mis sur la grammaire en contexte d'immersion de ce que moi j'ai pu observer. Je trouve que dans les écoles francophones de l'Ontario, de la Saskatchewan, on tend, en raison de traditions scolaires qui sont bien, qui sont francophones et qui mettent beaucoup l'accent sur la grammaire. Mais j'ai l'impression qu'en immersion, on a cette volonté de plus vouloir mettre l'accent sur la communication. Et donc, peut-être qu'en immersion, la grammaire est un outil qui est davantage mise au service à l'acte communicatif, bien que souvent, j'ai aussi vu des pratiques d'enseignement grammatical bien isolées, pas mises en lien avec la communication. Donc, grosso modo, puis ensuite, je suis revenu à Ottawa. J'ai eu la chance d'avoir un poste ici, puis c'est avec ce bagage-là que maintenant, j'observe l'éducation de langue française en contexte minoritaire en m'intéressant plus particulièrement à l'enseignement de la grammaire. Pour pas que la grammaire soit un outil mis au service du prescriptivisme, mais bien pour que la grammaire soit un outil pour valoriser les langues qui sont connues par les élèves dans la classe et favoriser leur apprentissage du français standard, mais de manière inclusive, de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit identitaire qui soit généré chez les élèves en raison d'un enseignement grammatical qui met peut-être trop l'accent sur un français standard, idéalisé. C'est super tout ce dont tu viens de nous parler parce que pendant les premières semaines de notre cours, on en est à la semaine 6 ou 7, je pense maintenant, donc à peu près au milieu de la session. Mais on a beaucoup parlé justement, et puis je me suis rendu compte que je ne le faisais pas nécessairement de façon explicite avec les étudiants maîtres. Mais d'atouts plurilingues. Et puis vraiment de définir ça et comment est-ce que ça peut être un atout de mettre en valeur ces répertoires et de travailler sur les deux, sur non seulement l'aspect identitaire, comme tu le mentionnais juste à l'instant, mais aussi en lien, en faisant des ponts. J'aime cette image de pont que tu mets en avant avec la langue et la langue comme outil, la grammaire comme outil, et pas juste isoler les deux et penser que l'aspect identitaire, OK, on le tient pour acquis en quelque sorte et puis on n'a pas forcément besoin d'en parler et ça va être surtout sur la grammaire et sur la langue qu'on va mettre l'accent. Ma collègue et mon amie Monica Tang, que je ne sais pas si tu la connais. Vient de finir sa thèse, je crois. J'ai vu ça sur les médias sociaux. Dr Tang, maintenant. Que les étudiants de maître de mon cours connaissent bien aussi puisqu'elle est impliquée dans leur programme.
elle met ça en avant d'une belle façon, je trouve, vraiment. Et elle vient de finir un module justement avec une partie de ce groupe où c'est ça qui est ressorti que même pour eux, les étudiants maîtres, et en particulier pour ceux dont le français n'est pas forcément la première langue, on ne peut pas faire fi de l'identité, de l'aspect identitaire. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on le mette en avant et puis qu'on le mette à plat sur la table et qu'on on le valorise chez nos élèves, bien entendu aussi, afin de pouvoir faire de la grammaire, de la langue efficacement. Donc, j'apprécie que tu aies mentionné ça. En fait, moi, je me réfère toujours à un texte de Normand Labrie qui date de 2007. Normand Labrie, qui est sociologue de l'éducation à l'Université de Toronto et qui a analysé les programmes d'études de l'Ontario pour l'école francophone, franco-ontarienne, et programmes dans lesquels on parle énormément de la fameuse construction identitaire et de la construction de l'identité chez les élèves et comment on peut la promouvoir, la favoriser, tout ça. Et son analyse de contenu, il s'est rendu compte que finalement, on en parle tout le temps au singulier dans les programmes d'études. Donc, on veut que les élèves Intéressant. construisent une identité, mais pas n'importe laquelle. Donc, on voit nos élèves comme étant, on veut qu'ils deviennent de bons petits franco-ontariens. Ensuite, ce Oui. que ça veut dire, ça, c'est libre à l'imaginaire de chacun, Oui. mais on souhaite quand même qu'ils développent prioritairement une identité franco-ontarienne, ce qui est quand même, bon, avec toute l'immigration, avec les langues qui sont utilisées aujourd'hui. Ensuite, être franco-ontarien, je veux dire, quelqu'un qui vient de Windsor, c'est pas forcément quelqu'un qui vient de Sudbury. Leur langue est différente, leur culture est différente. Bien sûr. Mais on valorise quand même l'identité au singulier dans le programme d'études de l'Ontario. Oui. Je ne sais pas si c'est la même chose en Colombie-Britannique, mais je trouve qu'il y a tout ce travail à faire. Puis si ça peut passer par un enseignement de la langue qui est ouvert sur la diversité, qui tient compte des différentes langues, aussi des variations. Mon travail porte beaucoup sur le concept de variation linguistique. Euh, donc, on valorise l'enseignement grammatical, mais l'enseignement d'un français standard, normé, qui est souvent très loin de la réalité linguistique des élèves. Donc, comment on peut aussi valoriser les Français qu'ils entendent peut-être à la maison ou qu'ils entendent Oui. dans l'école, parce que c'est souvent, en contexte minoritaire, un français qui s'éloigne du français qui est sociétalement parlant valorisé, j'ai envie de dire. Là. Ouais, ouais. Et l'idée, c'est pas forcément de dire qu'on ne met pas l'accent sur le français qui est valorisé par la société dans le cadre d'un cours de grammaire. L'objectif demeure l'appropriation de cette variation-là qui est mise sur un piédestal symbolique parce que c'est celle qui va permettre aux élèves d'accumuler un certain capital social. Mais les manières qu'on utilise pour y parvenir peuvent être inclusives, peuvent Ouais. valoriser les diversités, puis c'est ce que je propose dans mon travail. Ouais, mais c'est super. Et puis, tu nous parles de l'Ontario et c'est chouette parce que notre ouvrage de base dans ce cours, c'est celui de Roy Lister, Mm-hmm. vers une approche intégrée, Mm-hmm. vraiment du français et de l'enseignement-apprentissage du français. Et il nous parle de l'Ontario, tous les exemples super riches, vidéos, écrits, qui partagent avec nous, nous viennent de l'Ontario. Et oui, on arrive à faire des parallèles vraiment avec ce qui se passe en Colombie-Britannique. Et, et donc, les étudiants maîtres sont vraiment en train de réfléchir à comment jouer avec cet équilibre entre langue et contenu. Et Mm-hmm. à la lecture de ton billet de blog, il y a plusieurs questions qui sont revenues où il et elle se demandaient justement quand mettre l'accent sur l'un plutôt que sur l'autre, quand on est en cours de sciences humaines, quand on est en cours de mathématiques, quand on est en train d'enseigner même une unité d'éducation physique, Mm-hmm. comment aller chercher, aller saisir ces opportunités contextuelles, contextualisées, où on va pouvoir justement mettre le doigt et attirer l'attention des élèves sur quelque chose qu'on veut leur enseigner de façon consciente et on veut réfléchir avec eux, avec elles aussi, sur un point particulier. Donc, par exemple, l'enseignement du verbe. Mm-hmm. Alors, comment est-ce que tu vois, toi, ce jeu entre langue et contenu, cet équilibre? Moi, je forme beaucoup d'enseignants. Moi, je travaille aussi beaucoup avec la littérature jeunesse, Mhm. qu'on intègre beaucoup dans le cours de français, mais de plus en plus dans d'autres disciplines. Mais je pense que le parallèle se fait aussi quand on veut justement harmoniser ou intégrer langue-contenu. Moi, je dis toujours aux enseignants avec qui je travaille de revisiter le matériel qu'ils utilisent déjà, que ce soit livres de littérature jeunesse, que ce soit problèmes mathématiques à résoudre, que ce soit
le contenu qu'on utilise quand on veut enseigner un concept qui relève des sciences sociales, qui relève des mathématiques, des sciences, mais de le revisiter avec une loupe linguistique. Mm. Donc, de prendre sa loupe linguistique que l'enseignant utilise pour jeter un regard différent sur le matériel. Et en utilisant cette loupe-là, on va se rendre compte, l'idée, c'est de faire émerger en fait les concepts linguistiques dont l'élève a besoin pour bien s'engager dans les tâches qu'on leur propose. Mhm. Prenons l'exemple de la résolution de problèmes mathématiques dont je parlais il y a quelques moments. Euh, Sur le plan des mathématiques, on veut travailler certaines habiletés quand on veut que nos élèves soient capables de résoudre des problèmes mathématiques. Et ça se décline en plusieurs sous-habiletés qu'on enseigne aux élèves. Bon, ça, c'est une chose en maths. Si on regarde du plan linguistique, un problème mathématique, ben, c'est souvent, si on reparle du verbe, écrit en harmonisant le passé composé et l'imparfait. Mhm. Donc, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour enseigner l'imparfait d'une part, le passé composé d'autre part, et l'harmonisation des deux. Mhm. Ensuite, la question du quand est intéressante aussi. Est-ce qu'on le fait avant d'enseigner le concept mathématique? Est-ce qu'on le fait? Bon. À ça, j'ai envie de dire que ça dépend. Pour bien s'engager dans la lecture de problèmes mathématiques, alors on mériterait sûrement d'enseigner les concepts linguistiques dont ils vont avoir besoin avant. Uh-huh. Si les élèves sont capables de comprendre le problème mathématique sans forcément explicitement avoir appris la différence entre le passé composé et l'imparfait, là, l'enseignement grammatical va davantage servir à raffiner, à peaufiner et à permettre aux élèves de produire des textes dans lesquels ils vont devoir harmoniser le passé composé et l'imparfait. Et donc, on peut peut-être le faire après ou pendant. Donc, la question du quand est-ce qu'on l'enseigne, je pense que ça dépend des élèves à qui on s'adresse. Mais j'insisterai sur l'importance de considérer les tâches qu'on utilise peut-être déjà et de les revisiter avec cette loupe linguistique dont je parle pour justement euh, identifier les habiletés linguistiques dont l'élève va avoir besoin pour bien réaliser cette tâche-là. Mhm. Ensuite, ça peut se faire, si je reprends mon exemple, on pourrait soumettre aux élèves un texte, une résolution de les problèmes mathématiques sont très souvent écrits au passé composé presque uniquement. Il y a très peu d'imparfaits. Pourquoi? Parce que l'imparfait, sa fonction première, c'est d'apporter des éléments descriptifs, c'est d'apporter des éléments de contextualisation, comme Roy Lister, dans son livre, le dit quand il consacre tout un chapitre à ce qu'il appelle l'aspect. L'aspect, c'est ça. Et tandis que le passé composé fait avancer les récits dans le passé. Quand on fait un problème mathématique, on veut aller straight to the point. On ne veut pas donner des éléments de contexte. Donc, on peut demander aux élèves d'analyser un problème mathématique qui est écrit seulement au passé composé, donc qui est sûrement succinct, court, direct, toutes les informations présentes sont là, et d'écrire une équivalence dans laquelle on donne plein d'éléments de contexte aussi qui sont inutiles pour résoudre le problème mathématique, mais de demander aux élèves lequel des problèmes est le plus efficace ou lequel vous permet de mieux le comprendre, pourquoi le texte plus long est moins adapté ou moins susceptible de vous permettre de solutionner le problème. Puis ça peut servir de tremplin, j'ai envie de dire, pour vraiment faire un enseignement de la distinction entre le passé composé et l'imparfait. C'est un exemple que je donne parce que ça porte sur le verbe et que ça permet de voir l'importance de revisiter ce qu'on fait déjà dans en mathématiques. On pourrait dire la même chose en histoire, hein, par exemple. Les textes historiques, bon, forcément, ils sont écrits parce qu'ils rendent compte d'événements qui sont passés. Mais ensuite, il y a différentes ententes qui sont utilisées. Des fois, on a le présent de narration qu'on utilise dans les récits historiques. Donc, on utilise le présent même si l'événement s'est déjà passé. Le futur proche, parfois aussi, pour mettre plus en situation. Ouais. Mais moi, c'est souvent ce que je dis aux enseignants. L'idée, c'est pas, je pourrais vous lancer des textes puis vous lancer des idées, mais moi, j'aime souvent repartir de ce qu'ils font déjà et de le réévaluer, pas pour identifier la pertinence en histoire ou en mathématiques, mais bien pour faire ressortir le potentiel de ces ressources-là sur le plan langagier. Le rapport scientifique, ben, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport scientifique? Il y a des verbes au mode impératif, par exemple. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour enseigner ces types de verbes-là? Ensuite, le verbe, c'est une notion qui est intéressante parce que des verbes, c'est probablement... Ben, il y en a partout. C'est très proliféré, en tout cas. Donc, ouais.
Mais et j'aime en plus que pendant que tu nous expliquais ça, je revois vraiment, l'approche intégrée proactive telle que Lister nous l'explique, qui est vraiment située sur un continuum et où on va Mhm, adapter ce continuum-là, comme tu le disais, par rapport au contexte dans lequel on se trouve et au moment où on est en train d'enseigner, d'apprendre. Donc, la phase de conscientisation, elle va être mhm. plus ou moins longue selon le niveau des élèves, en effet. Puis Ouais. après ça, on va pouvoir plus ou moins rapidement les guider vers de la pratique guidée dans un premier Mhm, temps, et puis après vers la pratique autonome, où ils vont produire des textes eux-mêmes, comme tu mhm, disais, en manipulant la langue avec les outils qu'on est en train de viser vraiment. Puis l'autre chose que je trouve super, c'est cette idée de loop, parce que je trouve que mhm, c'est vraiment, tu t'en parlais pour l'enseignant, donc l'enseignante va aller regarder son matériel qui est à sa disposition avec la loupe, mais elle va aussi accompagner les élèves à prendre cette loupe avec elle. mhm, Donc, mhm, mhm. j'aime cette image de petits, je ne sais plus qui dit ça, mais de petits linguistes en herbe, tu sais, qui Ouais. sont en train de vraiment, de détectives avec leur petite loupe, en train d'aller observer ce qui est en train de se passer. C'est intéressant parce que cette métaphore-là, que ce soit la métaphore du détective ou le scientifique en herbe, c'est très accepté dans le domaine, par exemple, scientifique. On veut que les élèves fassent des enquêtes, qu'ils essaient des trucs pour voir ce qui marche pas. Ça, c'est très accepté dans le monde mathématique ou dans le monde de la chimie, de la physique, de la biologie. On veut que les élèves fassent des Tout à fait. expérimentations. Ouais. Dès qu'on arrive en français, ah là, non. Là, on va leur enseigner ce qu'ils doivent apprendre. Ils n'ont pas le droit de poser des hypothèses. Ils n'ont pas le droit de les valider. Ils ne peuvent pas faire ce travail d'enquête-là. On va simplement leur enseigner. Je pense que les méthodologies, non, peut-être pas les méthodologies, mais l'esprit dans lequel s'insèrent les pédagogies plus contemporaines en sciences, voire en mathématiques, peut tout à fait se réappliquer en français. Les élèves peuvent Mhm. faire peuvent être des linguistes en herbe, être à la recherche de différents encore faut-il que l'enseignant soit doté des outils didactiques qui vont permettre d'accompagner les élèves Mhm. dans ces recherches, dans ces quêtes, dans ces observations. Mhm. Ouais. Puis les exemples dont on a parlé jusque-là, c'est des exemples où je pense que on va s'y intéresser, passé composé, imparfait, tout ça à partir de peut-être quatrième, cinquième année en immersion. Si on est en français de base avec des élèves qui sont un petit peu plus âgés, au secondaire même peut-être. Une question qui est revenue assez souvent et que chez mes étudiants maîtres et que je veux vraiment te poser, c'est au niveau primaire, avec des tout Mhm. petits qui sont en train de découvrir la langue, que ce soit à la maternelle, à la première année. J'ai Hilary, Karima et Stéphanie qui demandaient, avec ceux qui commencent tout juste à apprendre la langue, qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire, pas beaucoup de connaissances, est-ce que tu penses qu'on peut justement rentrer dans cette dynamique de les amener à petit avoir conscience, que ce soit du verbe, d'autres aspects grammaticaux, voire adopter les pistes que tu proposes dans ton billet de blog qu'on a lu. Tout à fait. Moi, je pense que oui, sauf que encore. Ensuite, puis je pourrais vous envoyer des textes que j'ai écrits où ça prend appui sur la littérature jeunesse, mais qui justement proposent des pistes pour les premiers apprentissages, les tout Chouette. petits. Donc, l'idée, premièrement, c'est. Moi, je parle souvent de textes pour faire observer des concepts, des phénomènes linguistiques. Donc, si on est avec des personnes qui ont, qui ont peut-être pas été exposées au français avant d'arriver dans notre salle de classe, qui sont plus jeunes, on choisit du matériel qui va leur être accessible. Donc, si on choisit des livres jeunesse, bien évidemment, on les choisit en conséquence, là, ça va de soi. Mais ensuite, si on veut faire observer des phénomènes linguistiques, on gagne à peut-être choisir des livres, si c'est des livres, ou des ressources, si c'est des ressources, dans lesquelles il y a des structures qui sont peut-être répétées. Mhm. Parce que non seulement les élèves peuvent s'approprier les structures au fur et à mesure de leur lecture, il y a des livres de jeunesse qui adoptent ces structures répétées-là. Donc, c'est la même structure, toute l'histoire est racontée, mais à l'aide de phrases qui adoptent la même structure. Donc, l'idée, c'est qu'on amène d'abord les élèves à s'approprier le contenu, Mhm. donc les mots de vocabulaire, les idées. On veut aussi que les élèves développent une certaine appréciation. Là, si c'est un livre, développer une appréciation littéraire par rapport au livre. Et ensuite, ben, on reprend cette loupe linguistique-là. Et si c'est des phrases répétées, bien évidemment, on fait étudier la structure de ces phrases-là. Si c'est des verbes qui apparaissent à un mode de temps fréquent tout au long de l'histoire, bien, on fait étudier ces verbes-là. Moi, un livre que j'aime beaucoup, puis je pourrais vous envoyer un texte qui porte sur des pistes didactiques qu'on peut mettre en œuvre à partir de ce livre-là, c'est un livre de Michael Escoffier qui s'appelle La mouche qui pète.
Et dans ce livre, on nous présente une mouche qui, au début de l'histoire, pète au nez d'un papillon. Il y a une phrase par page. Et la première phrase, c'est la mouche qui pète au nez du papillon. Et au fil de l'histoire, on a toujours cette structure en c'est qui. OK. Donc, c'est la mouche qui pète au nez du papillon. C'est le papillon grognon qui s'envole à tire d'aile. C'est quelque chose qui fait quelque chose d'autre tout au long de l'histoire. Donc, structure syntaxique qui est très simple, on peut utiliser avec les plus jeunes. Bien évidemment, on doit travailler le vocabulaire, tout ça, avant de faire un retour grammatical. Mais en français aussi, le sujet de la phrase, c'est un groupe de mots qu'on peut encadrer par c'est qui. Ouais. Donc, on peut faire observer que le sujet de chacune de ces phrases-là, finalement, est encadré par ce qu'on appelle des marqueurs d'emphase, ce que de jeunes élèves n'ont pas forcément besoin de savoir. Mais un élève de deuxième, troisième année peut tout à fait être capable de repérer un sujet s'il sait qu'un sujet est un groupe de mots autour duquel on peut ajouter c'est qui. On peut faire ce petit test-là. Surtout s'il a été exposé en amont à un livre de littérature jeunesse dans lequel cette structure-là revient très souvent. Je vais t'envoyer un texte qui, justement, présente une démarche didactique peut-être un petit peu plus arrêtée que celle que je vous présente spontanément en ce moment, avec les outils d'observation que les élèves peuvent utiliser. Mais oui, moi, pour répondre à la question de manière plus sommaire, je trouve que encore faut-il choisir les sources adaptées aux élèves, mais on peut tout à fait faire observer des concepts linguistiques qui ont trait au verbe ou à d'autres concepts linguistiques là, à de jeunes élèves. Ouais, puis ça me fait vraiment j'essaye de penser à, je te posais cette question-là parce que, j'ai vraiment à cœur de penser aux étudiants maîtres, qui vont être en maternelle, au mois de septembre. Puis, souvent les exemples ou les ressources, qu'on présente, c'est difficile pour eux, pour elles de se projeter dans la salle de classe avec des tout petits qui, pour certains, parlent aucun mot de français. Dès les premiers jours d'école. Puis j'aime cette idée de partir de la littérature, des albums qu'on va lire avec eux, parce qu'on va faire beaucoup de lectures avec eux, avec elles, pour leur donner aussi le goût de lire. Et ça me rappelle, moi j'ai enseigné quand je suis arrivée en Colombie-Britannique, les premiers niveaux où j'enseignais, c'était deuxième année, quatrième année en français de base. Et on utilisait la méthode AIM. Je ne sais pas si Oui, tu avec les connais. gestes. Oui, avec les gestes, c'est ça. Puis ça, c'est en général, quand je parle d'AIM, les gens associent tout de suite à OK, c'est là où il y a le langage des signes associé avec le français. Et l'autre aspect de cette méthode-là, c'est qu'elle est basée, chaque unité est basée sur une espèce de mini pièce de théâtre qui est en fait un texte qui est souvent adapté de contes populaires. Puis ça me faisait penser en première année, je me rappelle, ma collègue qui enseignait en première année, l'histoire c'était les trois petits cochons. Donc non seulement c'est une histoire que les élèves vont peut-être connaître dans une autre langue, mais au moins ils connaissent le contenu, l'histoire. Et puis c'est ça le texte, la façon dont laquelle la fondatrice de cette méthode, Wendy Maxwell, l'a adapté, c'est basé sur la répétition, comme tu disais. Donc je cherchais le document, puis voici l'histoire des trois petits cochons. Voici le premier petit cochon, il joue de la guitare. Voici le deuxième petit cochon, il travaille, il aime la musique. Voici le troisième petit cochon. Donc vraiment, à travers ces structures répétitives, c'est là que, comme tu disais, et l'idée avec cette méthode-là, c'est que les élèves apprennent la pièce de théâtre et la jouent éventuellement au bout de quelques mois, de quelques semaines. Donc, ils vont connaître le texte très, très bien. Et comme tu disais, après la phase de familiarisation avec le vocabulaire, ça va être le moment opportun de sortir la loupe et puis d'aller dire « OK, mais on a utilisé ça de façon répétitive. Qu'est-ce que ça veut dire? » Quitte à comparer aussi avec l'anglais, avec les autres langues, des répertoires des élèves, pour voir comment ça se fait dans d'autres langues, et puis commencer à vraiment les engager dans cette conscientisation métalinguistique de la langue. Je trouve ça beau, et je suis d'accord avec toi. Je pense que très jeune, on peut... c'est des objectifs moins ambitieux, mais... Mais oui, puis moi, je pense qu'ils sont tout à fait... Encore faut-il que ce soit des objectifs qu'ils peuvent satisfaire, mais on peut tout à fait... C'est si on commence tôt, justement, qu'on va pouvoir plus tard faire des enquêtes peut-être un petit peu plus poussées sur des phénomènes plus complexes. Parce que c'est aussi cette habileté de faire une enquête. Oui, on développe des compétences linguistiques, mais on développe aussi l'habileté à faire l'enquête en tant que telle. Ouais.
des élèves. Moi, j'ai vu des élèves du secondaire qui n'étaient pas habitués de vivre des activités peut-être plus axées sur la découverte, des activités plus inductives et qui, même avec beaucoup d'appui, d'accompagnement, étaient quand même assez perdus. Non pas parce qu'ils n'avaient pas de savoir linguistique, pas de connaissances antérieures sur le plan de la langue, mais parce qu'ils n'avaient jamais vécu ce type euh, d'approche-là et qu'ils n'avaient donc pas forcément développé les habiletés qui sont nécessaires pour réaliser l'enquête. Quel genre de questions je me pose? Qu'est-ce que je dois aller regarder? Comment je peux utiliser un père pour qu'il vienne... Des trucs comme ça qui nous paraissent bien souvent évidentes, mais qui prennent du temps aussi. Il faut développer certains automatismes pour que les élèves, en fait, doivent développer certains automatismes pour bien s'engager dans de telles enquêtes. Mais oui, c'est tout un changement d'approche vraiment de rôle que l'élève vient prendre, vient adopter, que l'apprenante vient adopter. Et on en parle en ce moment dans notre cours aussi avec l'approche actionnelle, en parlant de comment est-ce qu'on donne les outils et on appuie l'apprenante afin qu'il et elle deviennent des acteurs sociaux vraiment dans la salle de classe. Et je pense que cette démarche-là, même si elle est en grammaire, elle fait partie de cette dynamique-là d'amener les élèves à prendre les rênes vraiment de leur apprentissage. Puis c'est un changement de paradigme, comme tu disais, quand tu parlais de l'enseignement d'une langue normée de façon traditionnelle, où il y a des règles, où les élèves vont faire des erreurs, qu'on va venir corriger en étant les enseignants, à un paradigme où, au contraire, on va parler on va changer de vocabulaire. Puis, je voulais te poser une question là-dessus, justement, par rapport à... Toi, tu nous parles de régularité, tu nous parles, dans cette approche inductive, tu nous parles plus vraiment d'erreurs non plus que font les élèves. Donc, est-ce que tu peux commenter sur l'importance de ce vocabulaire qu'on utilise et puis comment on change vraiment, je pense, de dynamique avec ça? Bien, je pense que le vocabulaire qu'on utilise représente une vision qu'on a de la langue, représente des représentations. Mais oui, en effet, le vocabulaire qu'on utilise témoigne des représentations qu'on a de la langue. Et quand on parle de français, souvent on parle de représentations qui sont très figées en ce qui a trait à la norme. Donc, c'est facile de tomber dans l'utilisation de termes ou de discours où on va punir, où on va vouloir corriger toutes les erreurs des élèves, où on va vouloir qu'ils apprennent des règles, parce que ben, c'est compréhensible, c'est parce que c'est des discours auxquels on est exposés tous, on les a intériorisés, et donc on les reproduit dans une certaine mesure. Ça peut être plus que d'autres, mais moi, quand j'ai commencé à enseigner, pas mieux qu'un autre. Hein? Moi aussi. Produisais des discours que j'avais intériorisés. Puis ouais. bon. Je pense que c'est important, par exemple, pour faire la distinction entre règles et régularité, de faire comprendre aux élèves que, justement, une règle, c'est quelque chose qui mérite d'être sanctionné. Je veux dire, on parle juste de langue. C'est pas la fin du monde si les élèves se trompent par rapport à une norme. Ils sont en apprentissage. Ça ne veut pas dire que la langue en tant que telle n'est pas dotée de règles. C'est vrai que la langue standard, elle est dotée de règles. Sauf que, surtout quand on enseigne dans un contexte de plurilinguisme ou de langue seconde, l'idée, c'est de montrer aux élèves pas forcément ce qui est régulé, mais ce qui revient souvent. En tant qu'enseignant de français, on tend à vouloir mettre l'accent sur les exceptions, enseigner, et là, on tombe dans les listes de trucs à mémoriser. Et on peut se demander si c'est utile, mais en mettant l'accent sur les régularités, c'est-à-dire en mettant l'accent sur ce qui se revient souvent, ben, on outille nos élèves, tout simplement. Et on les décourage moins. Ensuite, les cas exceptionnels, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas d'être enseignés, mais moi, je pense qu'il faut les choisir judicieusement. Et donc, la fameuse liste, là, moi, c'est souvent un exemple que je donne à des étudiants, puis ça les fait bien rire, là, mais joue, chenou, hibou, joujou, caillou, bon, on l'a tous mémorisé, on l'a connaît. Je ne sais pas, toi, c'est quand la dernière fois que tu as écrit le mot joujou au pluriel? Ou chou. Ou chou, non, mais on sait que si on a un père, donc, je pense que c'est important. Puis ce concept de régularité-là permet justement de se questionner par rapport à est-ce que ce que j'enseigne, c'est utile à l'élève? Et dès lors qu'on intègre langue contenu,
Ben, en fait, cette question-là, on y répond, mais implicitement. Mhm. C'est forcément utile ce qu'on enseigne aux élèves sur le plan linguistique, étant donné que c'est intégré à un certain contenu. Donc, forcément, ils vont devoir réinvestir ce qu'ils apprennent dans la réalisation de tâches qui ont trait au contenu en question. Ben oui. Euh, Ensuite, je ne dis pas que des fois, on ne gagne pas à faire de la grammaire pour de la grammaire. Là. Je ne dis pas que tout le temps, la grammaire devrait être Non. intimement liée à un contenu disciplinaire. Moi, je trouve que des fois, il y a certains phénomènes. Le verbe, ça peut être un bel exemple parce que c'est très complexe. Ça mérite qu'on s'y arrête en tant que tel, le verbe pour le verbe. Mais encore faut-il qu'on enseigne ce qui mérite d'être enseigné et non pas mettre l'accent Mhm. sur des phénomènes marginaux que les élèves vont probablement oublier tout de suite après parce qu'ils ne vont pas être en mesure de les réutiliser. Euh, donc, puis ensuite, on parle d'un autre terme qui est celui d'erreur. Mhm. Moi, le terme erreur, je l'utilise, mais je pense que c'est important de voir que l'erreur, c'est un outil pour enseigner, tout simplement. Ouais. Oui, oui, les élèves vont faire les erreurs, et les élèves, ils apprennent. Donc, Ouais. Puis, c'est ça. dans ta présentation, suite à ta présentation à la CLA, la conférence de la CLA en 2019, l'année dernière, tu avais dit quelque chose de super beau quand je t'avais posé cette question-là. Tu avais dit, en fait, c'est important de recontextualiser l'erreur, la faute. Et on peut parler de doute, que les élèves, ils ont le droit quand Mhm, même et le devoir de douter, en fait. Et puis, mhm, je trouve que ça change complètement la perspective. Parce qu'on mhm. leur demande de prendre des risques. Mais après, si on leur dit, OK, ouais, mais ouais, voilà, c'est ça. Si on souligne Prends des risques, toutes les trompe-toi fautes, pas. ouais. Si on va souligner après les 150 fautes qu'ils ont fait dans un Mhm. essai de 3 pages, il y a une Et pour contradiction. contextualiser aux étudiants cette présentation-là, j'avais montré ça portait sur l'accord du verbe, donc Ouais. vous comprendrez que c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis, c'était notamment des élèves qui verbalisaient leur raisonnement. Donc, je m'étais assis avec des élèves qui avaient, pour certains, fait des erreurs, puis d'autres non. Et je leur demandais, bon, tu as écrit ce que tu as écrit, peux-tu m'expliquer pourquoi? Là, dans ma recherche, j'avais classé, catégorisé les types de raisonnements. Mais ce qui est intéressant à partir du travail de l'analyse de ces raisonnements-là, c'est qu'on peut comprendre d'où viennent les élèves. C'est ça. Non pas en fonction de ce qu'ils écrivent, mais en fonction de ce qu'ils pensent, comme tu le dis. Mhm. Et malheureusement, je trouve j'allais dire en grammaire, mais je pense que je généraliserais peut-être à d'autres, pas généraliser, là, mais j'étendrais peut-être mon commentaire à d'autres disciplines scolaires. On ne prend pas assez le temps de poser aux élèves C'est vrai. pourquoi. Ouais. Pourquoi tu as pensé ceci? Mais encore une fois, en sciences, ils le font beaucoup. Puis ça Oui. se voit quand ils insistent beaucoup sur la démarche. Démarche scientifique, j'allais Ouais, dire. puis là, Ouais. c'est pas tout le temps la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Non. L'élève peut s'être trompé à la fin, mais quand même avoir pas mal de points. Alors qu'en Mhm. langue, non. Si ils aiment A-I-M-E, ah non, il y a erreur, il s'est trompé. Ou A-I-M-E-S. Oui. Ça, c'est typique comme erreur Ben oui. A-I-L. Un élève de troisième année. Pluriel. Ben oui, on lui dit, tu mets un S quand il y en a plusieurs. Ben, ils aiment, il y en a plusieurs, A-I-M-E-S, puis merci, bonsoir. Mais nous, on va tout de suite mettre 0 ou 1. Ah, ben, il va y avoir Ouais. 0 parce que, mais même s'il y a visiblement un raisonnement qui est en cours. C'est Euh, juste. et l'inverse, c'est vrai aussi. Il y avait des élèves qui me disaient pourquoi ils avaient mis un ENT quand le ENT était attendu, mais qui n'avaient pas du tout compris. Non. Voilà. C'était des trucs comme, bah, moi, je l'ai toujours vu comme ça, puis il m'est venu comme ça, puis Ouais. je l'ai. Et donc, des fois, il l'avait, des fois, il ne l'avait pas. Ouais. Donc, parce qu'il n'était pas capable de mettre en œuvre le raisonnement. Je pense qu'en grammaire, on gagne à s'intéresser à ce qui se passe dans la tête des élèves parce que ça nous donne des pistes par rapport à ce qu'on doit enseigner. Ouais. Moi, la Tout à trace fait. qu'ils nous laisse, euh, des fois, elle nous permet de comprendre certaines choses, bien évidemment. D'autres fois, il faut demander aux élèves pourquoi tu as mis ceci, pourquoi tu l'as écrit comme ça, pourquoi tu l'as dit ainsi. Puis ça nous permet, nous, surtout, avoir un rapport différent à l'erreur qui Ouais. devient un outil pour l'enseignement, mais surtout, ça permet de proposer un enseignement signifiant, étant donné qu'on Oui. on prend appui sur les raisonnements des élèves pour les accompagner dans l'évolution de ce raisonnement-là. Ouais, pour partir de leur bagage véritable qu'ils Mhm. partagent avec nous, du coup. Et justement, par rapport à ça, j'ai beaucoup d'étudiants maîtres aussi, Marissa, Rachel, Kaylee, Sydney et Simone, qui posent la question par rapport à... Donc, la première piste que tu mets en avant dans ton billet de blog, c'est par rapport à partir de l'oral, des formes oralisées.
parce qu'à l'oral, il y a beaucoup plus de facilité, en un sens, à Mhm. conjuguer, puisqu'il y a plein de lettres qu'on n'entend pas en français, Mhm. qu'à l'écrit. Puis mes étudiantes maîtres, elles posent la question très pertinente de comment savoir, justement, quand les élèves vont être prêts de passer de l'oral à l'écrit. Est-ce que dans ton expérience, il y a des trucs auxquels il faut qu'on fasse attention? Il y a des moments à ne pas manquer? Il y a des choses vraiment sur lesquelles se concentrer? Ben, je pense que quand je dis qu'il faut mettre l'accent sur l'oral, ça ne veut pas forcément dire. Je pense qu'on peut quand même les travailler conjointement. Ça ne veut pas forcément dire qu'on fait d'abord l'oral et 2 semaines après, on fait l'écrit. Ça peut être ça. Mais ça veut surtout dire que l'oral devrait, pour les verbes, être une entrée pour l'écrit. Ça Oui, peut se faire dans la même période, leçon ou dans le même moment qu'on consacre à l'étude d'un certain mode de temps verbal. Là. Mais tout est, dans le cadre de cette leçon-là, où on décide de faire conjointement l'oral et l'écrit, ça peut être juste d'abord de montrer l'oral, puis mhm, ensuite d'aller voir comment l'oral se manifeste à l'écrit. Parce qu'ensuite, la question est complexe parce que ça dépend tellement de plein de trucs. Est-ce ouais, que c'est des élèves en français de base qui n'ont jamais c'est appris le vrai. français au secondaire? Est-ce que c'est des élèves où là, peut-être que les deux conjointement, étant donné que les besoins vont se manifester plus rapidement? Si c'est des élèves de la maternelle où l'entrée dans l'écrit commence à se faire, ben, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de savoir que le ENT, non, c'est pas important. Donc là, ouais, juste mettre l'accent sur l'oral puis de leur faire remarquer, hey, regarde, en français, on va dire j'aime, tu aimes, il aime. Puis quand il y en a plusieurs, ils aiment, c'est toute la même façon. C'est juste le nous et le vous qui est différent. Mhm, Euh, donc, c'est dur à dire. Puis si dans l'article, ça peut paraître que je voulais dire que c'est important de vraiment juste mettre l'accent sur l'oral pour ensuite juste mettre l'accent sur l'écrit, je vais ajouter de la nuance en disant que l'important, c'est que l'enseignant soit conscient du fait que l'oral est plus facile, mhm. même si on veut que les élèves développent conjointement des habiletés à l'oral et à l'écrit. Ça veut juste dire que quand on va les amener à conjointement développer les habiletés orales et écrites, on va d'abord passer par l'oral pour ensuite vers l'écrit. Ou ça peut être une comparaison explicite de l'oral et de l'écrit aussi. Oui, c'est Parce vrai. que ensuite, les élèves ils vont avoir développé des compétences à l'oral par exposition, en immersion, par exemple, ou dans les écoles francophones. Euh, Mhm, on utilise pas mal de verbes à l'oral. Donc, ils vont avoir développé un certain bagage de connaissances implicitement par exposition. Et donc, ça peut être juste un travail, par exemple, en éveil aux langues, on parle souvent de comparer les langues. Ben, on peut aussi comparer les variations et les registres. ouais, C'est dans cette même perspective-là qu'on peut le faire. tout à Et fait. comparer l'oral et l'écrit, je ne vais pas dire que c'est exactement la même chose, mais une comparaison de l'oral et l'écrit peut se faire comme on va comparer l'anglais et le français. C'est juste qu'on ne compare pas des langues, on compare davantage des registres et des modes Ouais. d'utilisation. Mm. Euh, donc, ouais, c'est juste pour didactiquement que l'enseignant comprenne que l'oral est plus facile et donc je vais passer par lui pour aborder l'écrit quand j'ai à le faire. Ouais, et le Ça rendre peut être dans la explicite. même leçon, ça peut être un mois sur l'oral pour ensuite aller vers Mhm. l'écrit. Ça peut être, il n'y a pas de formule gagnante, comme bien souvent dans le domaine éducationnel. Puis c'est pas linéaire, c'est jamais linéaire chez nous, hein. C'est toujours Ouais, il la faut souvent spirale. On revient et on revisite et on répète à nouveau. Puis c'est ça qui leur permet au final de comprendre au bout d'un moment. Donc, c'est important de le faire. Puis, je pense que c'est une question différente, mais ça va prendre, à mon avis, la même dynamique de réponse. Mais j'ai trouvé super intéressante une question que Manaz a posée au sujet de, en observant en fait en classe, dans ses premières observations en étant en contexte d'immersion, elle a remarqué que les enseignants, les enseignantes allaient beaucoup utiliser la forme tu en s'adressant au groupe d'élèves. Ah Puis oui. en parlant, tu sais, et en observant ça, elle s'est rendue compte qu'une explication, qu'une hypothèse, ça peut être que peut-être que ces enseignants, ces enseignantes-là, ben, au bout d'un moment, ça devient une habitude, mais peut-être qu'au début, ça vient du fait qu'on a peur d'utiliser le vous, parce que le vous, il est différent du tu et du je, justement dans les verbes conjugués. Et donc, elle disait, ben, d'un côté, je trouve ça intéressant ton commentaire, Manaz, elle disait que peut-être que ça peut amener les enseignants à utiliser plus de variétés de verbes,
en se concentrant juste sur les 3 premières personnes du singulier. Donc, plus de variété lexicale au niveau du vocabulaire. Mais à ce moment-là, au détriment de explorer aussi ces 3 personnes du pluriel qui existent quand même. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé toi aussi? Ah oui, je l'ai observé, l'utilisation Ouais. du tu par l'enseignant pour faire référence au groupe. Je ne l'avais jamais envisagé d'un point de vue, comment dire, linguistico-didactique, là, où ça peut engendrer. Donc, je ne sais pas quoi répondre à ça. Moi, ça me gêne. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est appuyé par rien d'autre que mon opinion personnelle. Ça me gêne, puis parce que je suis pas un fan d'exposer les élèves à des phénomènes linguistiques qui ne reflètent que la salle de classe. Mhm. Et ça, c'est un exemple parfait. Flagrant. Jamais l'élève va devoir utiliser la deuxième personne du singulier pour faire référence à un groupe. Ça n'arrivera jamais, sauf à l'école. Oui. Et même lui, il ne devra jamais le faire. Il ne va pas parler Non, à ses amis en utilisant le tu, là, sauf s'il le fait à une personne. ouais. C'est ça qui me gêne. Moi, Ouais. c'est que si moi, mon travail porte sur la variation, sur les langues, j'ai aucun problème à enseigner explicitement des variations linguistiques qui sont utilisées dans un certain groupe limité, délimité. Ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est représentatif de la classe et basta. C'est pas Mhm. représentatif à ma connaissance. Ensuite, ça l'est peut-être dans certaines communautés francophones, mais à culpa, je n'ai pas fait de recherche. Mais dans les communautés francophones que je connais, c'est pas une pratique communicative qui est utilisée à l'extérieur de la salle de classe. Et c'est là que je trouve ça gênant. Parce que c'est pas on dote pas. Je trouve ça infantilisant aussi, personnellement. Je comprends que là, puis j'ai des conversations que j'ai eues où des gens me disent oui, mais c'est une manière d'interpeller l'élève D'aller le chercher. personnellement. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une question complexe. Hein? Ça paraît un détail, mais c'est une question qui va bien au-delà de la grammaire. Ensuite, ils sont là à l'aborder sur un plan vraiment propre à la didactique de la grammaire. J'aurais tendance à être d'accord avec toi où le vous l'emporterait peut-être encore parce qu'on veut que nos élèves soient exposés à ce Ouais. vous-là. Parce qu'ils vont entendre le tu forcément, parce qu'on s'adresse des fois aux élèves individuellement. Donc, là, le tu va juste l'emporter tout le temps. Puis c'est pas justement Roy Lister dans un de ses travaux. Il y avait Oui, documenté. on Non, parle. certains temps verbaux qu'il y avait. Là, il faudrait que tu m'aides. Ou les temps du passé, où il disait ben c'est évident que les élèves manipulent pas autant ou utilisent pas autant spontanément le passé composé, l'imparfait, parce que vous On les l'utilisez utilise jamais. moins. Oui, Ouais. c'est ça. OK. Bon. 75% du temps, Mhm. les enseignants utilisent le présent indicatif ou l'impératif. Donc, Voilà. ouais. Et Mais il donc, c'est parle du pas. tuer aussi, ouais. Ouais, ouais. Donc, le tu, ils vont l'entendre. Mhm. Les enseignants, ils parlent à leurs élèves là, individuellement, ça arrive. Mais bon, ce serait l'objet d'une belle recherche, hein, cela dit. Ouais, non, et puis De groupe, là, j'ai personnellement un petit peu de difficulté avec ça. moi aussi. Et puis, en étant au contact de collègues qui l'utilisaient, parfois, ça venait me contaminer, entre guillemets, Ah sans oui? juger. Et puis, tout de suite, je me reprenais en disant le nom d'un élève à la fin pour dire non, non, j'ai pas, c'est pas... je ne m'adressais pas à tout le groupe en entier. Mais en effet, comment est-ce qu'ils vont apprendre la terminaison et utiliser la terminaison associée au vous si on ne l'utilise jamais? C'est vrai. Hmm. Ouais. J'aimais bien cette Ensuite, je question. pense que les élèves ont la flexibilité cognitive pour comprendre ce qui se Oui, passe. oui. Je ne pense pas qu'ils vont développer l'habitude d'utiliser le tu quand ils se réfèrent à plusieurs personnes. Mais encore, je ne le sais pas. Mais ça, je Mais pense non, que les mais élèves sont capables de comprendre le contexte discursif dans lequel ils ouais, sont. Mais ouais. évidemment que si on peut leur éviter une certaine confusion, on ne le ferait pas. Puis ton argument que il n'y a aucun autre endroit où on va faire ça que cette salle de classe-là, et puis on ne sait pas trop comment c'est arrivé pour commencer, est important aussi. Je pense qu'il faut qu'on fasse les choses avec qu'il y ait un raisonnement derrière, une intention pédagogique. Puis Mm. là, je ne sais pas s'il y a vraiment une intention pédagogique derrière ça. Excepté celle que tu as mentionnée, peut-être d'aller chercher personnellement les élèves, mais dans ce cas-là, tu peux utiliser leur prénom. Puis je pense que ça va être beaucoup plus saisissant, beaucoup plus personnalisé
Ensuite, c'est les arguments qui ont été avancés par les enseignants que je côtoie, avec qui j'ai eu cette conversation-là. Ah ouais. Il y a de la recherche sur ça. Faudrait faire, on n'est pas les premiers à se poser cette question-là. Là. C'est c'est une conversation que je n'ai pas régulièrement, mais ce n'est pas la première fois que je l'ai. Donc. Ah ouais, moi aussi. Je vais te poser une dernière question, aller vers le français de base, parce que j'ai des enseignants aussi qui se destinent, qui Mhm. s'intéressent à enseigner en contexte de français de base. Et j'ai eu deux questions super intéressantes. Une de Candice qui nous parle de, en fait, l'enseignement à proprement parler des verbes aux étudiants de français de base. Elle trouve intéressant cette idée d'approche d'éveil aux langues où on va aller comparer le français et l'anglais. Et elle s'intéresse à des élèves qui sont peut-être un peu plus âgés, Mhm. donc intermédiaires peut-être, 6-7 on va dire, qui ont un niveau de lecture peut-être plus élevé. Et elle demande, elle dit, comme ces enfants sont plus âgés, ont un niveau de lecture plus élevé, la langue écrite peut facilement augmenter l'expression orale. Est-ce une Mhm. hypothèse correcte? Donc, Tout à est-ce fait. que... Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Puis moi, je l'inviterais à utiliser leur connaissance de l'écrit pour aller vers l'oral. Là. On parlait plutôt de l'inverse, mais je pense que si les élèves sont plus âgés, C'est ça. surtout s'ils connaissent l'anglais, je présume déjà, là, ils transfèrent des habiletés de l'anglais écrit vers le français écrit, euh, étant donné que ce sont des langues qui se ressemblent sur plusieurs plans. Je pense qu'on gagne à utiliser les textes que les élèves lisent et d'en tirer si c'est les verbes, là, de tirer les. Encore une fois, d'utiliser cette loupe linguistique-là, si on leur fait Ouais. lire des textes qui portent sur, euh, je sais pas, là, un genre textuel, ben, c'est la BD. Ouais. La BD, ben, on peut leur enseigner les différentes manières de rapporter le discours. Parce que souvent, là, je ne connais pas les termes qui sont propres à la BD, je m'en excuse à l'avance, mais la narration qui est donnée, ben, c'est souvent des discours rapportés indirects, mais dès qu'on tombe dans les dialogues, dans les C'est bulles, vrai. ben, c'est du discours rapporté direct. Donc, d'observer ces mécanismes-là à partir des textes que les élèves vont comprendre, Mhm. ça peut. Mais oui, s'ils ont des habiletés en lecture, on peut tout à fait. D'où la pertinence de la fameuse loupe dont je parlais plus tôt. Là, Ouais. on part de la lecture pour. Puis ensuite, ben, ça peut donner lieu à des scénettes qui reprennent le contenu des lectures qu'on a Mhm. faites, mais toujours en dotant les élèves des mécanismes linguistiques dont ils vont avoir besoin et qui ont été observés à partir des textes qu'on a soumis à leur analyse. Ben, c'est un peu ça. Ouais. Puis une toute dernière question, toujours dans ce contexte-là, et puisqu'on parle justement de comparer les langues, Lucas qui s'intéresse aussi au niveau septième, voire huitième année, même pour le français de base, il se dit que pour lui, il prend appui sur sa propre expérience et vu qu'il avait une L1 qui était déjà une langue d'origine, de semi-origine latine. Il Mhm. pouvait faire des comparaisons, surtout au niveau du lexique, assez facilement avec le français, et puis inférer, Mhm. et vraiment, il voyait que c'était utile. Mais il se demande s'il y a encore les mêmes avantages si la L1 de l'élève vient d'une origine non européenne, non latine, ou si Ouais. la structure des phrases est complètement différente. Ça, honnêtement, à ma connaissance, on se pose la question en ce moment, puis il n'y a pas de réponse. OK. Il n'y a pas de recherche qui nous permette euh, de dire que la comparaison entre les langues, ça marche tout le temps. Je Mhm. pense qu'il y a une réflexion à avoir. Quelles sont les langues qui sont parlées dans la salle de classe? Quel est le phénomène linguistique que je veux enseigner par l'entremise d'une certaine comparaison entre les langues? Est-ce que l'objet que je vais enseigner se prête bien à une telle comparaison? C'est Ouais. peut-être pas tous les objets linguistiques qui se Non. prêtent bien à une comparaison en fonction des langues qui sont connues par les élèves. Euh, Mhm. Par exemple, si on prend le cas des langues que probablement tout le monde connaît, qui nous écoute, l'anglais et le français, euh, ben là, on parle de verbes, mais comparer les verbes en anglais et les verbes en français, ça peut se faire dans une certaine mesure, mais la morphologie verbale française, vous le savez comme moi, elle est beaucoup plus complexe que celle de Mhm. l'anglais. Je ne dis pas que l'anglais est plus facile parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est faux à bien des égards, mais sur le plan de la morphologie verbale, c'est vrai que le Ouais. français est d'une complexité relativement surprenante. Et donc, ensuite, ça peut être intéressant, je ne sais pas si on fait le conditionnel en français, de dire aux élèves que là, on est en train de travailler le I would do this, I would finish, I would.
Ensuite, il y a des similitudes discursives, parce qu'en anglais aussi, ils ont le conditionnel qui exprime vraiment la condition et le conditionnel, par exemple, de politesse. Hein? Mhm. Um, I would want to do this. Ça veut vraiment dire I want to do this, mais de manière polie. Mais en français, on fait la même chose. Je voudrais faire cela. Ça veut dire je veux faire cela, mais je suis poli, puis je vais l'utiliser au conditionnel. Donc, de comparer discursivement les temps de verbe, ça peut être intéressant. Mais dès lors qu'on arrive dans la forme des verbes, ben, en anglais, ils ajoutent un mot, ils ajoutent un auxiliaire modal, alors qu'en français, on fait pas ça. c'est plutôt c'est la construction même du verbe qui change. Mais oui. Alors, donc là, la comparaison vraiment du fonctionnement structural des verbes se prête peut-être moins bien en anglais et en français. Alors que si on prend d'autres langues comme l'espagnol, l'italien, le roumain, où la structure des verbes varie en fonction de critères similaires et de manière très, très similaire aussi, là, ça se prête mieux à une observation translinguistique, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est important de se poser la question, quelles sont les langues qui sont répertoriées dans la salle de classe? Est-ce que l'objet que je veux enseigner est susceptible de mener à une analyse translinguistique intéressante? Puis, ou quels sont les éléments que je peux comparer? Parce que, comme je le disais, je ne sais pas qu'on ne peut pas enseigner les verbes, le conditionnel, par exemple, en prenant appui sur l'anglais, mais là, on va plus faire comprendre aux élèves que là, on est dans la sphère du would. Pour que l'élève conditionnel, là, on est dans le would. Et à partir de ça, ben, on va prendre appui sur ça pour ensuite étudier la structure des verbes au conditionnel sans forcément toujours faire des parallèles avec l'anglais, étant donné que le verbe conditionnel en anglais ne varie pas de la même manière. Bien, et je trouve ça intéressant aussi que, de ne pas oublier que quand on compare, on peut se concentrer en effet sur les similarités, puis ça nous aide à faire des ponts, comme tu disais. Mm-hmm. Mais parfois, je trouve que des analyses contrastées comme ça peut aussi marquer les élèves. Je me rappelle le contexte dans lequel j'ai enseigné en arrivant en Colombie-Britannique. C'était une école anglophone privée dans laquelle 80% des élèves étaient d'origine chinoise. Et donc, les langues maternelles, c'était beaucoup le chinois et le mandarin. Il y en avait pas mal qui étaient coréens aussi, coréennes. Donc, c'est des langues qui, pour le coup, moi, je n'étais même pas capable de lire les caractères qu'elles écrivaient au tableau. Donc, pour moi, à partir de ce contexte-là, quand on faisait des activités d'éveil aux langues et de comparaison, c'était pour mettre en avant les répertoires des élèves et renforcer cette idée que c'est un atout de parler plusieurs langues, et deux, leur permettre de vocaliser quelles étaient les différences. Donc, un truc super intéressant dont je me rappelle, c'est qu'elle me disait que la temporalité n'est pas du tout exprimée de la même manière en chinois qu'en français ou qu'en anglais, par exemple, pour le coup. Et que ça ne marche pas d'essayer de transposer notre système de conjugaison ou le prétérit en anglais au chinois, au mandarin ou au cantonais. Donc, parfois, je trouve que les contrastes sont bons aussi pour développer juste cette conscience métalinguistique et puis marquer nos élèves, nos apprenants. Oui, tout à fait. Puis les laisser aussi s'exprimer, parce que c'est vrai qu'ils ont des connaissances aussi, comme dans le cas que tu mentionnes. Ensuite, moi, souvent, les enseignants avec qui je travaille, ils se soucient beaucoup de oui, mais quand je fais ça, si les élèves n'ont pas raison, ben, si les élèves n'ont pas raison, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas. C'est ça. Oh, ouais. C'est pas grave. Au pire, tu vérifies si vraiment ça te. Ou ensuite, tu as une nouvelle manière d'impliquer les parents aussi. Si tu dis que dans la classe, il y avait plusieurs élèves locuteurs du mandarin, ben forcément, il y a plusieurs parents locuteurs du mandarin. Puis ça pourrait être, je ne sais pas, ça pourrait donner lieu à peut-être un bel atelier où le parent vient parler. Tout à fait. C'est peut-être beaucoup en demander à un parent de venir expliquer la temporalité dans sa langue à des élèves, là, mais il y aurait peut-être une manière d'inclure les parents là-dedans aussi pour qu'ils donnent des exemples de phrases ou des. Bref. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Joël, tu as été super généreux avec ton temps. J'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant des heures de tout ça. Mais je vais te remercier. On va finir l'entrevue sur un grand merci. Et je voulais te dire que je t'ai lu des questions de mes étudiants, mes étudiantes, mais que
Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils trouvaient ton approche super intéressante, qu'ils apprécient beaucoup ce que tu es en train de mentionner, les trucs que tu partages avec eux, qui trouvent les pistes que tu proposes très logiques et qu'ils ont envie de les mettre en pratique, d'essayer de les mettre en pratique dès leur stage. Donc, non seulement merci pour ce billet de blog sur JBuild, sur la plateforme JBuild, de l'avoir partagé avec tout le monde. Et puis, merci beaucoup pour le temps que tu partages avec nous aujourd'hui pour élaborer là-dessus, nous donner des exemples et nous expliquer d'autres choses. Ben, merci de l'accueil, puis j'espère avoir suscité certaines réflexions Tout à chez les fait. étudiantes et les étudiants. Ouais. Eh bien, je te souhaite une belle fin de semestre. Ben, à toi aussi. À vous. Merci, merci.